point de départ, c'est que tous les travaux qui existent, on peut dire en sciences humaines, sociales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ont comme caractéristique, disons, de traiter séparément soit les questions de corruption politique, versement de pots de vin, trafic sur les marchés, etc., soit ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, white collar crime, qui concerne les entreprises. Et c'est presque, vous voyez, de deux spécialités différentes. Or, moi j'ai travaillé pendant plusieurs décennies, disons, sur ces sujets, et plus j'ai avancé, plus j'ai essayé de faire, disons, des synthèses qui montrent les liens qu'il y a, les liens, les caractéristiques communes à la délinquance des élites, qui peut être de la déviance ou délinquance réalisée par des acteurs politiques, ou bien réalisée par des acteurs économiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est quand même ça. Euh, la première, c'est le statut social. Euh, ce sont des gens forcément qui ont un assez haut niveau de qualification scolaire. Ce sont aussi des personnes, dans leur immense majorité, qui viennent déjà par leur famille des catégories supérieures de la population. Il y a bien quelques outsiders, il y a bien des tapis, il y a bien, mais la majorité, c'est quand même des gens qui ont été socialisés, disons, dans des responsabilités. La deuxième chose, c'est que ce sont des personnes qui ont un sens de la responsabilité assez particulier, au sens où ils considèrent que leur travail, être chef d'entreprise ou être député, voilà, c'est déjà travailler beaucoup pour la collectivité. C'est presque sacrifier sa vie personnelle pour sa vie professionnelle. Et que donc, sur la base de cette idée de sacrifice, on leur devrait quelque chose. Les rémunérations, disons, économiques ou matérielles qu'ils reçoivent, ils les perçoivent comme insuffisantes par rapport à leur engagement. Et que donc, sur cette base-là, ils passent assez facilement les frontières de la déviance, ils ne voient pas le problème, et éventuellement de la délinquance, c'est-à-dire des comportements qui sont pénalement sanctionnés, parce que ils ont toujours des bonnes raisons de le faire. Il s'agit de sauver l'entreprise, il s'agit de financer des campagnes électorales. Vous voyez les arguments du style on ne peut pas faire autrement. Et la troisième, disons, caractéristique, c'est que ces élites bénéficient aussi d'une grande tolérance publique. Parce qu'au fond, je pense que peu de gens voudraient exercer leurs responsabilités. Je pense que beaucoup de gens se rendent compte que c'est souvent, on peut dire, un travail pénible. euh, et que donc on a un niveau de tolérance, si vous voulez, à l'égard de leur transgression beaucoup plus grande, je dis on, la plupart de la population a un niveau de tolérance élevé, beaucoup plus élevé que leur façon de supporter les vols, les cambriolages, les petites atteintes physiques. Donc je pense que c'est les trois caractéristiques les plus importantes. Et donc dans ce que j'ai essayé de faire, donc, entre autres dans ce dernier livre, c'est de montrer justement ces continuités entre les comportements et les représentations sociales et aussi la question de la réaction sociale des sanctions concernant aussi bien les élites économiques que les élites politiques. Une grande tolérance par les pairs, c'est très important dans tous les milieux professionnels. Avant, presque à la limite, le respect des règles générales, il y a comment est-ce que mes collègues, mes subordonnés, mon supérieur hiérarchique me perçoit. Et il se positionne beaucoup par rapport à ça dans tous les milieux, et que donc, pour eux, il est évident qu'il y a très peu de dénonciations, voyez, que de fait, il y a une sorte de conviction que
ils ne vont pas être repérés ou désignés comme des déviants, etc. Parce que c'est aussi un des grands arguments qu'ils emploient, c'est qu'ils ont toujours en tête que pourquoi moi alors que tout le monde le fait. C'est-à-dire quand il dit tout le monde, c'est pas tout le monde, c'est tous les gens qui sont comme moi. Ma conviction personnelle, c'est que les travaux que j'ai pu faire, euh, j'ai essayé que ce soit des caisses de résonance, c'est-à-dire faire que des choses qui ont tendance à être, disons, étouffées, oubliées, etc., soient rendues visibles. Et aussi, je dirais, puisqu'ici, dans ce laboratoire, on utilise aussi bien les méthodes quantitatives que qualitatives, on essaie aussi de les objectiver, c'est-à-dire de les mesurer, de donner, voyez, de sortir des pourcentages, des proportions, enfin, voilà, pour que ça soit tangible. Donc, je dirais que ma responsabilité professionnelle est de rendre visible un certain nombre de problèmes, mais aussi, puisqu'il est question avec vous enfin, des ONG, du rôle des associations, c'est sûr qu'elles tiennent dans le, disons, le dispositif en France un rôle extrêmement important.